Professeur Revest, professeur Thibault, merci beaucoup à nouveau de vous être libéré pour cette interview. Alors, on aurait peut-être aimé ne pas se retrouver sur le même sujet un an plus tard, après notre rencontre du 9 juillet 2021. On est maintenant le 4 juillet 2022. Et j'ai envie déjà de vous demander de vous représenter, même si voilà, ça va faire un petit peu redite par rapport à l'an précédent, mais voilà. Donc, professeur Revest, peut-être? Moi, je m'occupe d'accueillir les malades, de les dépister et de les traiter. Et au niveau institutionnel, alors maintenant, c'est beaucoup moins organisé en cellules de crise et en schéma de crise qu'auparavant, mais lors de la crise, je m'occupais de l'organisation des créations des unités d'accueil des malades Covid. Et donc on n'est plus dans ce régime-là? Non, maintenant les patients sont surtout hospitalisés soit dans notre service, soit en pneumologie, soit dans un troisième service, mais ça devient plus de la routine, on va dire. C'est l'évolution principale que vous avez notée depuis ces 2 ans et demi? Oui, par la nécessité faisant loi, on va dire. Voilà. Donc nous, c'est tout ce qui tourne autour du dépistage de l'infection par la Covid. Donc on fait surtout les tests de dépistage PCR, ce qu'on appelle les tests PCR diagnostiques. On fait aussi la sérologie pour savoir si les personnes ont des anticorps vaccinaux ou pas, s'ils ont déjà été infectés par la Covid-19. Et puis on participe aussi à l'identification des variants, donc soit par le criblage, soit par le séquençage. Et notre activité recouvre à peu près tout ce qui se passe en Bretagne, donc on identifie les différents variants qui circulent en Bretagne. Et depuis le début de la pandémie, donc les choses ont beaucoup évolué. Vous en êtes à quel point en ce moment de fonctionnement du labo? Alors ça a été effectivement très très variable. On a eu des grosses phases parce qu'il y a eu, nous, vu qu'on participe beaucoup au dépistage des personnels soignants, il y a eu beaucoup de contamination parmi le personnel soignant de l'hôpital, donc ça nous a entraîné pas mal de dépistage, voire de tout ce qui est cluster dans les services, donc les cas groupés dans les services. Donc on a eu beaucoup de cas comme ça, donc ça a été courant janvier-février. Après il y a une diminution, et puis là on voit qu'on est reparti sur une hausse à nouveau, avec ce qu'on appelle la 7e vague. Moi je ne les compte plus, mais effectivement ça va être la 7e vague, donc là on est à nouveau dans une phase d'augmentation. On va y revenir tout de suite, oui, on va revenir tout de suite à l'actualité de cette épidémie. Je vais vous demander juste un tout petit rappel sur les conflits d'intérêts potentiels ou pas que vous auriez, pour simplement en entrée de vidéo, et je ferai pareil pour moi de mon côté. Moi, j'ai pas de conflit d'intérêt. En lien d'intérêt, je suis membre du Haut Conseil de santé publique, dans la commission qui s'occupait du Covid, donc par définition, je suis d'accord avec tout ce que dit le Haut Conseil de santé publique. Oui, non, moi j'ai pas de conflit d'intérêt par rapport au sujet qui est abordé aujourd'hui. Et moi, de mon côté, je suis responsable de la communication scientifique de l'université. Mon rôle est de faire parler de la recherche et aussi les pratiques médicales, puisque l'université de Rennes a aussi une faculté de médecine. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt non plus par rapport au sujet qu'on développe aujourd'hui. De la même façon qu'on a fait l'an dernier, est-ce que vous avez un message à faire passer en ouverture de cette vidéo, l'un et l'autre? C'est pas fini. Peut-être, voilà, c'est ce qui est le plus simple. Rester vigilant et attentif aux autres et à soi-même. Voilà, c'est pas fini, donc il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus et appliquer des mesures barrières quand il le faut. Ouais. Oui, alors mon message va être exactement dans le même sens que celui de Mathieu, à savoir qu'il faudrait, moi je souhaiterais, mon souhait ce serait vraiment qu'on conserve de ces 2 premières années finalement au minimum les gestes qui permettent de s'affranchir de l'infection. Et malheureusement, j'ai bien vu que lorsqu'il y avait cette phase décroissante de l'épidémie, les personnes ont oublié, on a oublié le mètre ou le mètre 50 qu'il fallait mettre entre les personnes, on a oublié le masque dans les transports en commun alors qu'on sait qu'on est tous très proches les uns des autres, on oublie très très vite. Et moi, quelque part, ça me dérange qu'on oublie ça, alors que s'il y avait une leçon peut-être à retenir, ça serait au moins celle-là, de savoir maîtriser un peu les gestes qui permettent de s'affranchir de ces infections dont on sait que ça fonctionne très bien, ces gestes, donc c'est dommage. C'est vrai qu'on avait une normalité avant qui se passait du masque. Là, on est en train d'entrer dans une nouvelle phase où effectivement, ce geste devrait devenir un peu plus réflexe. C'est un peu ce que vous êtes en train de dire. Oui, je pense qu'on pourrait mettre des signaux, on pourrait mettre un feu vert, un feu orange, un feu rouge. Et lorsqu'il fait le feu rouge, les personnes devraient être citoyennes et dire je réapplique le masque parce que l'épidémie est importante, que ce soit l'épidémie Covid, l'épidémie grippe, l'épidémie
ou toute autre épidémie. Je pense que ça serait une mesure intéressante à mon avis. Justement, en termes de population, les personnes que vous voyez arriver sont plutôt des personnes âgées, sans surprise? Oui, ce sont essentiellement soit des personnes âgées, mais ça c'est vrai d'ailleurs depuis les dernières vagues, c'était déjà la même chose. Ce sont des personnes soit très âgées, soit des personnes immunodéprimées qui restent très susceptibles face au virus, qui n'ont pas répondu au vaccin, qui, même s'ils font l'infection, n'ont pas une immunité qui dure très longtemps. Et donc voilà, c'est essentiellement ça, des personnes très immunodéprimées ou des personnes âgées. Et en termes de signes cliniques et en termes de temps d'incubation, est-ce que les choses changent par rapport aux variants précédents? Parce qu'on parlait de prévention et de gestes barrières, mais en gros, si on se fait contaminer, on a combien de temps avant de déclarer les symptômes? À partir de... Voilà, on est alerté au bout de combien de temps? Avec Omicron, tout allait plus vite qu'avec les précédents variants, c'est-à-dire que l'incubation a l'air d'être beaucoup plus courte, c'est 2 à 4 jours maximum. Les symptômes sont pas particulièrement spécifiques. On revoit des anosmies agueusies, vous savez, perte d'odorat et le perte de goût. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu autant que ça. Mais sinon, les symptômes sont à peu près similaires, mais tout va un peu plus vite. C'est-à-dire que l'incubation est plus courte et si les patients doivent se dégrader, ils se dégradent un peu plus rapidement qu'avec les précédents variants. C'est-à-dire au bout d'une 5 jours, 7 jours? Ouais, c'est plutôt 5 jours. Avant, c'était plutôt 8-10 jours. Maintenant, c'est plutôt 5-6 jours. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut rappeler simplement la conduite à tenir, très simplement, puisque ces gestes-là, on a tendance à les oublier. En cas de suspicion de contamination, que fait-on? Et en cas de symptômes, que fait-on? Si on a été contact avec quelqu'un qui s'est révélé positif, il faut appliquer des gestes barrières de façon importante. Il ne s'agit pas forcément de s'isoler à partir du moment où on a bien été vacciné. Mais maintenant, l'ensemble de la population a bien été vaccinée. Mais il faut appliquer des mesures barrières importantes, c'est-à-dire porter le masque en intérieur, les solutions hydroalcooliques, et ne pas enlever le masque en intérieur, c'est-à-dire on va manger tout seul et pas avec les autres, pour éviter, si jamais on devenait positif, de contaminer ses collègues. Et si jamais on a des symptômes, il faut faire exactement la même chose, sauf que là, il faut plutôt rester chez soi et se dépister, faire un test pour affirmer que c'est cette maladie-là ou pas. Donc se dépister, ça veut dire autotest, PCR ensuite dans un laboratoire. Est-ce qu'il faut faire les deux obligatoirement? Est-ce qu'un autotest peut suffire? Qu'est-ce qui est préconisé? Alors, je ne sais pas ce qu'en pensera Vincent, mais moi je pense maintenant qu'on est à un stade de l'épidémie où un autotest peut suffire. Alors c'est sûr que l'autotest, le problème c'est qu'on ne va pas recenser le cas. C'est juste ça, d'un point de vue épidémiologique et surveillance de l'épidémie, même si on a des... Mais si on a un autotest positif avec des symptômes compatibles, on est sûr que c'est ça, quoi. Donc effectivement, 2 ans et demi se sont écoulés depuis le début de la pandémie. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de revenir sur l'évolution de quelques notions clés qui ont beaucoup été diffusées dans le public pour comprendre ce qui se passait. Ce qu'on a vu tout de suite, c'est une explosion d'informations, avec notamment des médias qui reprenaient des préprints, c'est-à-dire des stades préliminaires d'études. Et ce que je vous demanderai peut-être en annexe, et qu'on le placera dans l'article qui va accompagner cette vidéo, ce sont les études qui vous semblent les plus intéressantes pour le grand public à connaître. Des études scientifiques, on est d'accord, mais par exemple des études sur l'efficacité de la vaccination, des études sur les modélisations. Bref, je vous demanderai quelques références et on les mettra en lien dans cette vidéo. Il y a un premier schéma qu'on va passer à l'écran, qui est le premier schéma qu'on a montré, vous savez, à la télévision, lorsque cette épidémie est apparue. Aujourd'hui, est-ce que vous auriez un commentaire sur ce schéma? Pour écrêter la vague, on avait donc déclaré un confinement, pour éviter la saturation du système de soins. C'était un graphique qui était paru dans The Lancet à l'époque. Qu'est-ce qu'on en dirait aujourd'hui de ce graphique? C'est sûr que le confinement a permis d'écrêter la vague, ça c'est certain, à un moment où le système de santé aurait été particulièrement mis à mal, et il l'a été d'ailleurs, au moment de cette arrivée-là. Maintenant, c'est probablement plus d'actualité par contre, c'est-à-dire que l'épidémie n'a plus l'impact sur le système de santé qu'elle avait auparavant. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, on a un nombre de malades qui est autrement beaucoup plus important que ce qu'il l'était lors de la première vague. Et là, le système de santé, en tout cas pas à cause du Covid, n'est pas mis à mal. Il est mis à mal pour plein d'autres raisons, mais pas particulièrement à cause du Covid. Le nombre de malades qui recourent aux soins n'est pas majeur, puisque la plupart des formes sont parfaitement bénignes et peu symptomatiques. Donc
il n'y aurait plus besoin de faire un confinement. Par contre, ce qu'on voit aussi sur ce schéma-là, c'est qu'à chaque fois qu'on remet en place des mesures barrières, on diminue quand même le nombre de cas. Donc ça reste tout à fait d'actualité. Et on entend de ci, de là que ça devient très difficile de maintenir des mesures barrières, etc. Malheureusement, on va être obligé de continuer encore pour un certain temps. Combien de temps, j'en sais rien, mais ces mesures barrières restent tout à fait efficaces pour diminuer le nombre de contaminations, ça c'est certain. En plus de la vaccination. En plus de la vaccination. Alors, le fameux R0, là, on a parlé beaucoup du R0, c'était l'indicateur qui permettait de savoir que l'épidémie progressait ou pas, et puis surtout, ça permettait de mesurer la contagiosité du virus. C'est-à-dire que, par exemple, si on avait vous m'arrêtez si je me trompe, mais si on avait un R0 à 12, ça veut dire qu'une personne pouvait en contaminer potentiellement 12 autres. Comment on manipule cet indicateur aujourd'hui? Comment on peut le lire? Parce que, si je me souviens bien, le R0, ça valait pour une population dite naïve, c'est-à-dire qui n'avait jamais rencontré le virus, ni une vaccination d'ailleurs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, est-ce que le R0, ça sert encore? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut encore regarder? On ne parle plus de R0, on parle de taux de reproduction, le R tout court. C'est-à-dire le R0, c'est quand aucune mesure n'a été mise en place pour lutter contre l'épidémie et qu'on est dans une population naïve. Là, c'est le taux de reproduction avec tout ce qu'on a mis en place, la vaccination, les mesures barrières, le fait qu'une grosse partie de la population ait déjà attrapé le virus, etc. Donc le taux de reproduction, il nous sert toujours, puisque s'il est supérieur à 1, ça veut dire que le nombre de cas augmente. Donc on est toujours capable de le mesurer en fait. Mais ça devient un taux de reproduction influencé par les mesures de prévention qui ont été mises en place et tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Oui, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Je crois qu'il y a la notion théorique qui prévaut pour un virus. Et ça, c'était important pour bien documenter le virus et le risque de transmission au début de l'apparition de ce virus, et de le comparer par rapport à d'autres virus qu'on connaissait bien, comme la rougeole, qui a un taux de reproduction extrêmement élevé. Et puis maintenant, ce qui se passe au niveau populationnel, où là, ça permet d'indiquer, comme le dit Mathieu, la transmission du virus et la diffusion du virus dans une population à un moment donné, sachant que la population évolue de par la vaccination, de par ses contacts antérieurs avec le virus. Donc on a cette notion-là qui évolue dans le temps. Et donc le R, c'est valable, en plus c'est valable à l'échelon populationnel, à l'échelon individuel, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc il faut aussi revoir un peu quel intérêt ça a. Ça a un intérêt pour la population, savoir si l'épidémie évolue et progresse, ou au contraire est en train de diminuer. Enfin, personnellement, je trouve que c'est très difficile de mesurer la diffusion de ces différents variants. Alors effectivement, on peut penser, et c'est vrai que globalement, les virus évoluent dans le sens d'une meilleure transmissibilité. Aujourd'hui, avec Omicron, il se transmet probablement un peu plus. Après, il faut bien considérer la population, comme je l'ai dit, a beaucoup évolué. On est tous vaccinés, on a tous peut-être plus ou moins fait déjà une infection. Donc tout ça, c'est des facteurs qui influencent. Mais globalement, on va être sur un virus qui est R0 autour de 2-3, ce qui était un peu classique pour des virus respiratoires comme les coronavirus saisonniers qu'on connaissait auparavant. Et est-ce qu'on peut toujours dire, comme on disait autrefois, est-ce que le principe n'a pas changé a priori, que plus un virus c'est contagieux, plus il se répand vite dans la population, moins a priori il est grave, entre guillemets, virulent? Il y a plusieurs éléments pour expliquer la transmission d'un virus. Il y a à la fois sa transmissibilité intrinsèque, et puis l'impact qu'il a sur son hôte, et cet impact pouvant influencer le fait que l'hôte se déplace ou pas. C'est-à-dire que si on est très malade, on reste dans son lit, et donc on voit peu de personnes, donc il y a peu de chances de transmettre le virus. Si on est peu malade, on se promène, on rencontre plein de personnes, on peut aller à l'étranger, donc on peut diffuser le virus. Donc ça, c'est de la théorie, et c'est souvent c'est l'évolution naturelle des choses, c'est-à-dire que les virus qui vont persister, ce sont ceux qui ont cet avantage de transmissibilité. Après, c'est modulé par le fait qu'on pourrait et on peut être contagieux avant que les symptômes apparaissent. Donc on pourrait tout à fait imaginer un virus où on serait contagieux quelques jours avant l'apparition des symptômes et qu'après les symptômes soient très violents. Bon, c'est pas le cas pour celui-là, tant mieux, mais voilà, enfin je sais pas ce que tu en penses, mais... Non, je suis d'accord. Très bien. C'est ce qui se passe habituellement, mais voilà. Habituellement, effectivement, on commence à le laisser de côté. Exactement. Après ces 2 ans et demi.
On a beaucoup parlé de la recherche de l'immunité collective et l'immunité de groupe pour essayer de venir à bout de ce virus. Comment on se situe par rapport à cette question de l'immunité collective? On avait l'utopie d'avoir une immunité collective rapide et une immunité collective complète, c'est-à-dire que le virus ne nous rendrait plus du tout malade et qu'on pourrait l'oublier. Or, ça, on peut effectivement oublier cette hypothèse-là, mais on est dans un niveau d'immunité collective qui fait que l'impact sur la société, en tout cas sur le système de santé, de la persistance de l'infection a été très largement diminué. Et ça, c'est grâce à l'immunité collective, et enfin, en tout cas, au niveau d'immunité qu'on a contre ce virus-là, qui nous permet de faire qui nous empêche pas de faire la maladie, mais qui nous permet de faire des formes peu graves et qui ont peu d'impact. Moi, je trouve que l'immunité collective, c'est une belle réussite. Aujourd'hui, on y est. On a pu l'effet néfaste du virus au niveau de la population. Il y a peu de personnes hospitalisées, même s'il y en a toujours. Il y aura toujours cette frange-là. Mais en tout cas, on voit bien que petit à petit, on y arrive. Donc, on est dans la bonne phase. Moi, je trouve que c'est quelque part, je trouve que c'est une réussite. On y arrive progressivement. Et voilà, après, c'est le virus qui évolue, mais malheureusement, ça, on ne pourra rien y faire et on en verra d'autres. Et par contre, là, ce sera très difficile de se prononcer sur qu'est-ce qui va se produire par la suite. Est-ce qu'on va avoir un nouveau variant qui va complètement échapper à cette immunité collective, justement, qu'on a aujourd'hui, ou pas? Ça, j'avoue, je ne pourrais pas y répondre. Hein. C'est vrai que Ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'épidémie, la pandémie est extrêmement freinée aujourd'hui par l'immunité qu'on a. En tout cas, ses impacts sont freinés. Après, comment ça va évoluer par la suite Voilà, on reste... Ouais, donc peut-être qu'il faut revenir sur... Enfin, moi, je trouve ça très intéressant et peut-être ce sera un sujet qu'on pourra discuter avec Mathieu. Je trouve ça très intéressant de voir la situation en Chine, par exemple, et en Asie de manière générale. Alors, je sais que c'est assez occulte, on ne connaît pas tout. En tout cas, ça revient un peu sur la première question. La première question, c'était par rapport au graphe et au schéma qu'on a vu. On s'aperçoit que ce qui a été appliqué en Chine, donc c'était de transmission zéro, on s'aperçoit que quand même ça a fonctionné. On s'aperçoit que si on met des conditions très drastiques, à savoir si on isole la population, si on applique ces mesures barrières, ça fonctionne. Moi, j'étais le premier étonné. Alors certes, on ne connaît pas tout, mais il y a eu d'autres pays, il n'y a pas que la Chine, hein, d'autres pays qui ont appliqué ces mesures-là, ça fonctionne. Et moi, je suis très étonné, ils sont arrivés à faire quelque chose. Alors à un prix énorme pour la société, mais en tout cas, ça fonctionne. Donc ça, c'est quand même un point hyper important. Et après, la question qu'il faut se poser, c'est de se dire, que va-t-il arriver à cette population si le virus, comme on s'en aperçoit aujourd'hui, le virus continue à circuler, que va-t-il advenir de cette population qui sera non immunisée finalement? Il n'y aura pas eu cette immunité progressive. Alors on l'a payé, c'est vrai, il y a eu un coût, mais on s'aperçoit que l'immunité globale de la population, elle est là. Que va-t-il advenir de ces Chinois? Enfin, il n'y a pas que les Chinois, mais je ne veux pas être stigmatisant, mais toute cette population qui n'aura pas été infectée progressivement et qui va plus tard voyager et qui sera contaminée par ce virus, est-ce que ce n'est pas eux qui vont faire des formes beaucoup plus sévères, ou alors le virus aura perdu totalement sa virulence? Mais j'y crois pas trop, donc il faut se poser un peu la question de savoir voilà, donc cette immunité collective, elle existe chez nous. Moi, je trouve que c'est bien. Et je m'inquiète plus, moi, par rapport aux populations qui seraient restées préservées de ce virus. Je ne sais pas trop ce qu'il adviendra. Mais peut-être que Mathieu a une autre vision. Non, c'est exactement pareil. Parce qu'en fait, je me souviens qu'on avait eu un entretien, mais vraiment c'était en mars 2020, et on disait, voilà, la question c'était est-ce qu'il fallait diminuer le nombre de malades, et vous disiez en tant qu'infectiologue, évidemment il faut protéger les gens, mais en même temps ça m'embête en tant qu'infectiologue de protéger les gens de l'infection dans la mesure où effectivement l'immunité ne se construit pas à ce moment-là. Vous êtes toujours sur cette ligne-là générale, j'imagine? En fait, très vite, on s'est rendu compte qu'on n'arriverait pas à contrôler complètement la maladie. Donc, dans ces cas-là, il faut arriver à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un certain degré d'immunité collective pour faire en sorte que la maladie ne soit plus trop embêtante. Et parce que, comme l'a dit Vincent, on peut empêcher complètement la maladie, mais c'est un coût humain, un coût démocratique, un coût de droit humain qui est, à mon sens, beaucoup trop lourd et inassumable pour faire ça. Et donc oui, finalement, il faut un certain degré de circulation du virus pour que petit à petit, la population se protège.
Alors, sur le rythme d'apparition des variants, au début, on disait, voilà, alors évidemment, quand un virus apparaît et commence à se répandre dans la population, la peur des mutations, entre guillemets, est toujours assez importante. Et ce qu'on disait au début, c'est que ce coronavirus était assez stable. C'est-à-dire qu'il avait des mécanismes de réparation qui faisaient que, par rapport au virus de la grippe, par exemple, il mutait beaucoup moins vite. Donc ça rassurait un petit peu, parce qu'effectivement, la question de l'échappement immunitaire s'est posée assez vite. Et effectivement, on n'a pas vu, alors sauf si moi je ne me souviens pas bien, mais on n'a pas vu beaucoup de variants apparaître dans les premiers temps de l'épidémie. Or pourtant, quand on regarde l'arbre d'évolution de ce virus, on voit que dès le début, on avait déjà des branchements qui se mettaient en place et que ça commençait à diverger, on va dire. Comment se fait-il, si on peut poser la question, peut-être M. Thibault, qu'on n'ait pas eu ces apparitions de variants tout de suite dans les premiers mois? Pourquoi ça n'est venu qu'après? Pourquoi le mot variant, en fait, est venu dans le discours général quelques mois après le début de l'épidémie et pas, entre guillemets, tout de suite, alors qu'il aurait très bien pu, a priori, l'être? Donc ces variants existent dès le départ, et en fait il faut que les conditions soient propices pour que le variant émerge. Donc les variants, ils existaient, puisque en fait le virus fait des erreurs quoi qu'il arrive. C'est un virus ARN, donc il fait des erreurs, et ces variants existent, mais il leur faut le bon climat, j'allais dire, ou la bonne situation pour qu'ils puissent émerger. Et donc on va les voir émerger, on les a vus émerger au fil du temps, et on sait par exemple que les situations dans lesquelles les virus peuvent émerger de façon beaucoup plus facile, c'est par exemple chez les patients immunodéprimés où il y a une très forte réplication virale. Les gens vont avoir une réplication virale prolongée, à haut niveau souvent, puisqu'ils ne contrôlent pas bien l'infection, et ça va être le véritable vivier de différents variants. Et ces variants, ils peuvent se retrouver dans la population, et s'ils ont tous les atouts pour émerger, donc ça va être les atouts de transmissibilité, donc ils se transmettent bien, ils répliquent bien, ils peuvent infecter différentes parties de la population, alors ils vont émerger. Et c'est là qu'on va voir émerger ces différents variants qu'on a vus. Donc il y en a plein des variants. Moi aujourd'hui, au laboratoire, ce ne sont que des variants qui circulent. Mais par contre, ils ne vont pas tous émerger. Donc il y en a un qui va émerger. Donc on a vu les plus célèbres, j'allais dire, c'est alpha, bêta, gamma, delta, omicron, etc. Mais voilà, ce ne sont que certains qui émergent. Les autres, ils existent. On n'en parle pas parce qu'ils constituent des petits sous-groupes. On a parlé aussi des recombinants, le fameux deltacron là, ou deltacron qui a émergé. Donc on l'a identifié parce qu'on séquence énormément, donc on identifie ces variants. Et après, vous n'avez plus entendu parler. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la capacité d'émerger dans la population. C'est une question de qui est le plus fort finalement. Et voilà. Et donc lui n'a pas émergé. Celui-là n'a pas émergé, mais d'autres recombinants pourraient émerger s'ils avaient les capacités d'émerger. Alors oui, ça pose quand même la question de savoir ce qui se passe au niveau mondial pendant la gestion de cette pandémie, où on a beaucoup d'hétérogénéité, sans parler des pays qui ne sont pas forcément les plus efficaces dans les mesures qu'ils prennent. Comment vous le voyez sur l'évolution de la pandémie, vraiment pour avoir une vision globale? Non, mais c'est sûr que quand on parle de pandémie, tant qu'il y a un virus qui se réplique beaucoup à un endroit du monde, ça veut dire que la pandémie n'est pas terminée. Et les échanges internationaux sont tels que s'il y a un virus qui se multiplie à un endroit du monde, très vite, il va diffuser à l'ensemble du monde. Ça, c'est absolument certain. Ce d'autant que les échanges ont bien repris. Donc ça, c'est sûr. La question, c'est est-ce qu'on en est encore là pour se dire on va arrêter la pandémie, ou est-ce qu'on est plutôt dans une phase d'endémie mondiale, c'est-à-dire un virus qui s'est installé de façon définitive dans le monde, avec des épidémies à certains endroits du monde de temps en temps, et que c'est plus ça la question. Et peut-être qu'on en est là justement avec, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, une immunité collective au niveau international qui est suffisante pour que l'épidémie ne pose plus trop de soucis. Je ne sais pas moi si on en est déjà là ou pas en fait. Je trouve que la période est difficile à analyser. Est-ce qu'on est dans une période où finalement, oui, le virus est là, mais il faut vivre avec et il ne faut pas trop s'embêter, ou est-ce qu'il faut s'embêter encore beaucoup? Je ne sais pas. Donc comme je ne sais pas, je préfère le principe de précaution, donc je continue à m'embêter beaucoup, vous voyez ce que je veux dire? Mais à un moment, on arrivera, je ne sais pas quand est-ce que sera ce moment, on arrivera à se dire, par exemple les asymptomatiques, les personnes positives asymptomatiques, est-ce qu'il faut qu'elles soient encore limitées dans leurs mouvements, limitées dans leur travail, etc. La réponse est difficile. On a envie de dire oui parce qu'elles sont
peut-être aussi ou autant contagieuses que celles qui sont symptomatiques. Mais est-ce que ça a encore du sens d'arrêter tout le travail de gens qui sont parfaitement asymptomatiques avec... je ne sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas. On est sur une période de transition. On Moi, je espère trouve être qu'on dans est une dans période une... de transition. Ouais, je trouve qu'on est peut-être dans une... Peut-être parce qu'on n'est pas à l'abri qu'un nouveau variant arrive qui soit beaucoup plus embêtant, ça c'est évident. Mais je crois qu'il faut accepter le fait qu'on n'arrive plus à contrôler l'épidémie et que le virus il est là et qu'il va rester là. Donc on est peut-être dans une période de transition, mais j'avoue que je ne sais pas. Bon, en juillet 2022, voilà, on est dans une période difficile à analyser. Moi je trouve, et ça rejoint un peu ce que disait Vincent sur les variants, quand même, ça devrait et ça doit être une énorme leçon d'humilité pour tout le monde, cette épidémie. On s'est tous trompés. Nous, le premier, nous, les infectiologues sur le masque, on n'a pas été bons au début. On n'était pas très emballés sur le port du masque au tout début de l'épidémie, alors que c'est une maladie à transmission respiratoire. C'est vrai que vu comme ça maintenant, on peut se dire que c'est complètement idiot. Toi, tu as été pour le masque très vite, je me rappelle. Mais vous voyez, on s'est tous trompés, quoi. On s'est tous trompés et il y a encore énormément d'incertitudes. Moi, je ne sais pas du tout comment ça va évoluer, en fait. Oui, il faut une immunité collective probablement de la planète, c'est sûr. Cette immunité, on va l'avoir, l'immunité collective au fil du temps. Après, c'est comme le dit Mathieu, je ne sais pas trop quelle va être l'évolution du virus. Donc on voit quand même que les vagues avec différents variants, et ces variants, ils ont quand même une caractéristique, c'est quand même d'échapper à la réponse immune. À chaque fois, alors le BA5, il ne répond pas bien par rapport aux infections antérieures. Enfin, il est mal contrôlé par des infections, par l'immunité entraînée par des infections antérieures. Donc on s'aperçoit qu'on est quand même dans des vagues relativement fréquentes. Hein. Finalement, là, on voit qu'en 6 mois, on a quand même eu 2 vagues avec des variants différents. Donc il faut, enfin voilà, le virus a toujours la capacité de faire évoluer un petit peu ses protéines de manière à ce qu'elles ne soient pas reconnues correctement par la vague antérieure. Donc tant qu'on n'arrive pas à une certaine stabilité, une homogénéité, c'est vrai qu'on ne sait pas trop. Moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut qu'on soit très humble. Et aujourd'hui, c'est très difficile de prédire ce qui va se produire. Et on est toujours sur ces vagues successives. Moi, je trouve que la seule chose qui soit vraiment rassurante, c'est le fait qu'on arrive à ne pas avoir des symptomatologies qui nous conduisent à l'hôpital. Après, le reste, ici, c'est effectivement, entre guillemets, un petit rhume. Bah, il faut l'accepter quelque part. Et voilà, mais on en est là, c'est sûr. Ce que vous êtes en train de dire, là, c'est une question très concrète, c'est que par exemple, des personnes qui ont été infectées par le BA.1, le BA.2 en début d'année 2022 peuvent très bien rattraper le BA.5 en juillet 2022. Absolument. Une autre question qui s'est posée, qui continue à se poser, et particulièrement en France, c'est la vaccination des enfants. Je dis particulièrement en France parce qu'on a la possibilité de vacciner les enfants en France, qui n'est évidemment pas le cas ailleurs, et ce qui pose la question justement de la disponibilité des doses. Mais bon, quand je dis enfants, il y a 2 groupes. Il y a ceux qui ont moins de 12 ans et ceux qui ont plus de 12 ans. J'aimerais vous réentendre sur cette question-là, parce que je vous avais posé déjà la question en juillet 2021, et vous étiez en gros sur une position double, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si on arrive à contrôler l'épidémie ou si on n'arrive pas à la contrôler, avec des conséquences différentes. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez sur la vaccination des enfants? Tout est remis en cause par ce BA.5 quand même. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... la protection du vaccin contre l'infection, elle est modeste et très courte. Et ça, je vous dis ça, c'était avec l'Omicron BA.2, BA.1, BA.2. Avec BA.5, on ne sait pas bien, clairement, quelle est la protection. Combien de temps elle dure, mais probablement qu'elle ne dure pas très longtemps de toute façon. Quand vous dites pas très longtemps, en gros? Sur BA.1, BA.2, on était protégé à 50% pendant 4 semaines, 4 à 6 semaines. C'est court. C'est court. Donc, en réalité, est-ce qu'il y a un intérêt à vacciner des personnes qui ne vont pas faire des formes graves? C'est une vraie question. Vacciner, fort heureusement, on a l'impression que ça protège bien contre les formes graves. Donc autant moi, j'ai aucune arrière-pensée pour dire qu'il faut faire les rappels chez des personnes qui sont à risque de faire de formes graves, les personnes immunodéprimées, les personnes de plus de 60 ans, les personnes qui ont des comorbidités importantes, ça j'ai aucun doute là-dessus. Autant je vous avoue être beaucoup plus
partagé sur l'intérêt de la vaccination chez les personnes qui n'ont pas de forme grave, qui ne sont pas à risque de faire de forme grave, et donc y compris chez les enfants. Qui soit jusqu'à 18 ans, quoi, en gros. Tout le groupe jusqu'à 18 ans. Ah oui, mais même tout le monde, c'est-à-dire que les personnes, les adultes jeunes qui ne sont pas à risque de faire de forme grave, si on dit que le vaccin ne protège pas bien ni contre la maladie ni contre la transmission. Alors aujourd'hui, on a un vaccin Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais. Mais... La vaccination des enfants, alors moi, déjà la première chose qu'il faut dire, je pense, moi, c'est que j'ai pas de souci vis-à-vis de la vaccination des enfants. Dangereux, la vaccination, il n'y a pas de souci. Genre, on peut faire un vaccin, ça ne me pose aucun problème. Après, c'est vraiment de comprendre ou savoir quelle est l'utilité de ce vaccin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est se dire, lorsqu'on vaccine aujourd'hui, on vaccine contre le virus initial, ou quasiment le virus initial. Et donc, comme l'a dit Mathieu, l'immunité que va conférer le vaccin contre les variants qui circulent aujourd'hui, elle est relativement modeste. Donc ça, c'était le deuxième point extrêmement important, parce que finalement, on ne sait pas trop le virus de demain, on ne sait pas trop le virus d'après-demain. Et que de ce fait-là, l'immunité qu'on va engendrer par ce vaccin, elle est peut-être assez inutile finalement. Après, il faut aussi se poser la question de si on immunise des enfants, finalement, est-ce que ça ne va pas limiter ce qu'on a vu avec d'autres virus, par exemple, vacciner les enfants, ça protégeait les enfants qui font finalement des formes relativement modestes, en règle générale. Encore une fois, il y a des exceptions, mais globalement, ils font, dans la majorité des cas, des infections assez peu sévères. Et si on les protège, après, ils peuvent faire des formes plus graves lorsqu'ils sont adultes, si l'immunité diminue, par exemple. Donc on a eu ce phénomène-là avec d'autres virus. Et donc ça peut poser aussi un problème d'avoir cette attitude-là. Donc moi je suis assez... je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'arguments aujourd'hui pour vacciner des enfants, à mon sens. Avec le vaccin actuel, parce que oui. la question aussi, j'imagine, je ne sais pas ce que vous pourriez nous dire là-dessus, mais de faire évoluer éventuellement les vaccins. Enfin, c'est ce qu'on se dit. On se dit si le vaccin a été fait sur la souche initiale, vu les divergences qu'on a, est-ce que c'est intéressant de mettre à jour le vaccin? Alors, il y a plusieurs choses pour ça. D'une part, je parlais tout à l'heure des personnes à risque de forme grave. Il se pose aussi la question, est-ce qu'il ne faut pas attendre les futurs vaccins? Non, il ne faut pas attendre. Parce qu'il faut les protéger maintenant, et le temps qu'on attende, ils risquent de l'avoir. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les variants évoluent tellement vite que j'ai peur que d'un point de vue industriel, production industrielle des vaccins, on soit toujours en retard. Et que finalement, celui qui arrivera sera toujours un peu en retard. Même si c'est possible, on peut espérer qu'il y ait des nouveaux variants, des nouveaux vaccins qui arrivent. On sait qu'ils sont en cours de construction, j'ai envie de dire. Mais en gros, il ne faut pas attendre. Ce n'est pas l'argument pour attendre, on verra bien. Si on a des vaccins qui sont parfaitement adaptés au virus qui circule, tant mieux. Mais le fait d'avoir été vacciné en amont par un autre vaccin n'enlèvera en rien l'utilité de faire ce nouveau vaccin. Et l'efficacité et la tolérance sera toujours excellente. Ça, il n'y a pas de problème. Et le dernier élément que je voulais rapporter, c'est vrai que personnellement, moi j'ai été très pour la vaccination des enfants à un certain donné, donc il faut peut-être expliquer pourquoi on change d'avis. C'est que à l'époque, le vaccin avait une efficacité pour prévenir la maladie, avait une efficacité pour prévenir la transmission. Donc là, c'était très intéressant de vacciner les enfants, parce que comme l'a rappelé Vincent, on n'a aucun risque. Le vaccin, en termes de tolérance, est parfaitement bien toléré chez les enfants. Et ça permettait de protéger leurs grands-parents, en pratique, et les personnes qui sont plus à risque. Maintenant, pourquoi on change un peu d'avis, c'est que... Enfin, c'est pas qu'on change d'avis, c'est qu'on a évolué, parce que le virus a évolué justement, et que maintenant, le vaccin n'étant pas très efficace sur les virus qui circulent, c'est donner un médicament qui n'a pas d'intérêt pour le patient qui le reçoit, c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire, ça. C'est juste ça. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'à un moment, il y avait une fenêtre de tir pour le vaccin, qu'on a su la saisir, qu'il fallait la saisir, mais qu'aujourd'hui, pour l'instant... elle s'est refermée pour l'instant. Elle s'est refermée pour l'instant. Pour l'instant. Oui, puis après, je pense qu'il faut vraiment prendre en considération les personnes à risque. Je pense qu'il faut avoir deux discours. Le discours population générale d'un enfant qui est en bonne santé et qui n'a pas de problème particulier. Et puis les enfants à risque qui peuvent être immunodéprimés, il faut les vacciner. Là, je pense qu'il n'y a pas de discussion à avoir. Je pense qu'il faut y aller forcément. Parce que, quelle que soit la protection que ça va assurer, mais aussi minime soit-elle, elle est intéressante.
On sait que ça protège contre les formes graves. Hein. Donc toutes les personnes à risque, qu'elles soient enfants ou pas, faut faire les rappels. Alors justement, il y a un groupe dont il a été question ces derniers temps, c'est les femmes enceintes. Qu'est-ce que vous diriez pour ces personnes-là? La tolérance du vaccin chez les femmes enceintes est excellente. Ça aussi, on n'a pas d'inquiétude du tout là-dessus. Donc il n'y a aucun danger à vacciner les femmes enceintes par ces vaccins. On sait que le pronostic obstétrical est un peu altéré par l'infection Covid. Hein. Il y a plus de prématurité, plus de complications pendant la grossesse. On sait aussi que la vaccination de la femme enceinte protège le nouveau-né contre les hospitalisations pour le Covid. Donc on aurait envie de les vacciner. Hein. Même si tout ce qu'on vous dit, c'est pour les anciens variants, mais comme je vous le disais tout à l'heure, par extension. Par principe de précaution. Et... Oui, il n'y a aucune question là, sur la femme enceinte. Je pense qu'il faut vraiment. On considère que c'est une personne à risque. Ouais, c'est super important. Hein. Comme il a dit, pour l'enfant. Nous, on a fait un peu des recherches, c'est assez intéressant. On s'intéresse au placenta des femmes enceintes. Et une fois qu'elles ont accouché, et on s'aperçoit que le virus se concentre vraiment au niveau du placenta. En fait, le placenta sert de barrière entre la mère et l'enfant. Et en fait, il y a une très forte concentration de virus au niveau du placenta. Donc, il est probable que ce placenta joue un rôle vraiment un peu, entre guillemets, de filtre entre la mère et l'enfant. Et qu'à ce moment-là, ça concentre tout. Et c'est probablement à cause de cette concentration que les échanges entre la maman et l'enfant sont diminués. Et que c'est pour ça qu'il y a des souffrances fétales. Et on voit qu'il y a des enfants qui naissent dont la maman a été infectée par la Covid. Et les enfants, donc, il y a un risque à la naissance pour l'enfant et qui est probablement lié à ça. Donc c'est hyper important de se faire vacciner chez la femme enceinte. C'est vraiment, je pense, que ça va vraiment être recommandé et ça, je pense, que c'est assez clairement démontré. Il n'y a aucun doute là-dessus. Merci beaucoup. On peut passer peut-être à une partition. Alors je regarde le temps parce que vous êtes très contraint, on a encore 20 minutes. Je ne vais pas vous demander de prédire l'avenir, on a bien compris que ça serait très compliqué. Ce que je voudrais juste, c'est voir un petit peu comment vous suivez les choses et comment vous utilisez les outils que sont la modélisation pour non pas anticiper ce qui va se passer, mais au moins avoir des réponses à certaines questions. Par exemple, comment organiser le système de soins par rapport à une évolution probable de l'épidémie. Donc moi, personnellement, par rapport à votre question, l'attitude que j'ai, c'est que je reste très pragmatique. Et je reste pragmatique par rapport à la situation qu'on observe. Parce que là, on voit trop, effectivement, il y a des modélisations. Les modélisations, je les respecte, mais je pense que c'est très très difficile de dire, ok, bon là, la vague, elle arrive. Donc si je prends vraiment de façon très simplifiée, la vague, elle arrive là, donc on est à la fin de l'année scolaire. Tout le monde va partir en vacances. Comment peut-on modéliser le fait que le professeur Revez va partir en Crète et va peut-être amener son virus là-bas, et puis peut-être va revenir avec un autre virus qui sera en Crète, un autre va aller à l'autre bout de la France, et ainsi de suite. Donc je pense que c'est très très difficile à modéliser. Et ce qu'on sait par contre, ce qu'on sait modéliser au moment de la vague, c'est de dire, ok, là on est au pic épidémique, donc on sait très bien que les pics des personnes qui vont être hospitalisées seront décalés de peut-être 4 semaines ou quelque chose comme ça. Donc on sait qu'aujourd'hui, si on vit ce pic-là aujourd'hui épidémique de contamination, fin juillet, début août, on aura possiblement un nombre de personnes qui va arriver à l'hôpital qui sera plus important. Donc ça, moi je pense qu'il faut rester, personnellement, moi, pour gérer mon service, je reste sur quelque chose de très pragmatique. Et je sais qu'aujourd'hui on est dans le dur. Je sais très bien que dans 15 jours, possiblement, la vague sera passée, donc on va être plutôt plus relax. Mais voilà, je gère ça un peu au quotidien. Et finalement, je ne fais pas de prévision sur peut-être qu'à la rentrée de septembre, effectivement, à nouveau, reprise des cours, reprise de contamination en milieu scolaire. Et possiblement, on aura une autre vague. C'est quelque chose de tout à fait... C'est probable. Après, je ne pourrais pas dire, ça, je ne vais pas parier sur le fait que ça va arriver. Mais c'est une possibilité. Je vous ai vu réagir, Mathieu Revest, sur le mot pragmatique. Je suis 100% d'accord. Je veux dire, les modélisations, moi aussi je les respecte, mais moi je vous avoue que je ne les regarde plus. Pour plein de raisons, je n'ai pas tout à fait le temps non plus, mais l'impact que ça a dans ma vie quotidienne et ma vie professionnelle, j'entends,
est finalement très modeste parce qu'effectivement on voit ce qui arrive et effectivement on sait que nous ce sera côté clinique, ce sera fin juillet, début août que ce sera dur. Et puis le dernier élément que vous disiez, parce que c'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir les modélisations pour organiser le système de santé. Le problème c'est que le système de santé a bien d'autres problèmes que ça et que si on n'avait que le Covid à gérer ce serait facile. Mais que là j'ai bien d'autres problèmes pour organiser mon service et le système de santé d'une façon générale que le Covid, ce qui est quand même très inquiétant d'ailleurs, mais il n'y a plus de personnel, donc je fais effectivement de façon pragmatique avec les patients qu'on a, qui arrivent, et les forces en présence. Du coup, aujourd'hui, un malade du Covid qui arrive à l'hôpital, il va y rester combien de temps et ça va mobiliser combien de personnes autour de lui? C'est très difficile de répondre à votre question, parce que si c'est un malade jeune, il reste très peu de temps. Mais comme je vous le disais, la plupart du temps, ce sont des personnes qui sont très âgées. Et le Covid en lui-même n'est pas grave, mais fait basculer un état de santé qui était précaire à la maison, mais qui tenait jusque-là, et c'est toujours mieux que les patients puissent rester chez eux, fait basculer cet état de santé dans un état où le maintien à domicile devient beaucoup plus complexe, sans qu'on ait pu anticiper en amont et sans que les services d'aide à la personne à domicile soient en mesure d'augmenter leur niveau de soins. Donc il reste longtemps, non pas pour des problèmes médicaux purs, parce que très vite, au bout de 4-5 jours, médicalement, il serait sortant de l'hôpital, mais plus pour des considérations d'autonomie et sociale, qui fait qu'ils ne peuvent plus retourner dans leur domicile, puisque leur état de santé a été diminué par le Covid, avec une période de convalescence qui est longue, ça on le sait. C'est-à-dire pour qu'ils récupèrent leur état antérieur, ça prend plusieurs semaines. Et donc ils restent longtemps hospitalisés parce qu'il n'y a pas de structures qui sont capables de les accueillir. D'accord, et donc c'est ça qui pose souci pour la prise en charge. C'est ça qui pose souci pour la disponibilité de nos lits. Voilà, c'est ça. En ce qui concerne les Covid longs, ça sera ma dernière question peut-être pour vous deux. On a entendu parler du Covid long petit à petit. Au début, on n'y croyait pas trop, on parlait de psychosomatisme, etc. Puis ça a été objectivé. Aujourd'hui, on en est où sur ce Covid long? Est-ce que ça évolue avec les variants aussi? Qu'est-ce qu'on peut observer? Ça aussi, ça a été, je sais pas toi, mais ça a été un grand étonnement. C'est-à-dire qu'il y a eu des variants où on n'en voyait plus du tout. Et puis là, on recommence à en voir, avec Omicron notamment. Alors c'est étonnant parce qu'il y a des données scientifiques qui ont l'air plutôt de dire qu'il y en a moins avec Omicron qu'avec Delta, mais c'est pas du tout mon impression à moi. C'est que personnellement, en tout cas localement, avec le Delta, j'en avais quasiment plus. Et avec Omicron, on a recommencé à en voir. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des patients qui sont encore atteints de Covid long de la première vague, à 2 ans, plus de 2 ans d'évolution. Donc il ne faut pas oublier ces patients-là, non, il faut continuer à les prendre en soin de façon importante. Et puis il y a effectivement de nouveau des patients victimes de Covid long là, actuellement. Un Covid long, ça se caractérise comment aujourd'hui pour les patients? C'est des patients qui, au-delà de 6 semaines de l'épisode aigu, vont avoir la persistance de symptômes qui sont essentiellement beaucoup de fatigue, de l'essoufflement, des maux de tête, des douleurs un peu diffuses, qui peuvent être très variables d'un malade à l'autre. Une intolérance à l'effort, une intolérance à la concentration aussi, des grandes difficultés de concentration, des troubles du sommeil. D'accord. Et on a une explication à ce Covid long? Il y a quelque chose qui a émergé du point de vue dans la virologie là-dessus Non, moi j'ai pas vu de choses très particulières. Après c'est plus de la virologie, j'allais dire, c'est plutôt de l'immunologie. S'il y a quelque chose qui doit sortir, ce sera plutôt de l'immunologie, mais j'ai rien vu de vraiment bien probant. Alors voilà. Je pense qu'il il va falloir attendre des études un peu sérieuses parce qu'il y a eu un peu de tout dans ces Covid longs. Donc je pense qu'il y a eu assez récemment une mise au point qui permettait de vraiment définir quels étaient les critères pour avoir un Covid long. Je pense que c'était une première approche extrêmement importante parce qu'il faut qu'on parle tous de la même chose. Et jusqu'à présent, on avait un peu tendance à ne pas parler de la même chose. Donc maintenant, il y a eu des critères qui ont été définis. Alors je ne sais pas s'ils seront respectés vraiment globalement, mais une fois ces critères définis, on va pouvoir vraiment établir quelle est la population concernée et de ce fait-là faire des études derrière pour savoir ce qu'il en est exactement.
qu'on arrive quand même à caractériser une population, c'est assez net pour pouvoir être caractérisé. Oui, ouais. C'est assez facile de faire le diagnostic, en fait, de différencier par rapport à, effectivement, des troubles psychosomatiques ou des signes fonctionnels qui n'ont rien à voir avec le Covid, parce que ça existe aussi. Et il faut prendre aussi en charge ces patients-là, hein. Mais on arrive assez facilement à différencier. Par contre, sur la genèse de ce Covid long, c'est vrai que moi, il y a plein de pistes qui ont été émises, mais rien de très probant pour l'instant. Et en termes thérapeutiques, c'est surtout de la réadaptation à l'effort qui fonctionne. Il n'y a malheureusement pas de traitement qui fonctionne. Alors oui, justement, on parlait, parce que là, effectivement, jusqu'ici, la dernière fois qu'on s'est parlé, on avait cette vaccination qui avait un taux, un taux qui était de succès qui était assez important. Aujourd'hui, on a entendu parler de molécules pour soigner de façon préventive, mais à court terme, les personnes qui pouvaient faire des formes graves. On en est où là, du point de vue des médicaments possibles? On n'en a pas beaucoup, hein. Y a effectivement une molécule qu'on peut donner, en France en tout cas, qui peut prévenir l'évolution des formes graves si elle est donnée de façon très précoce après le début des symptômes, qui pose plein de problèmes d'interaction médicamenteuse, qui n'est pas très facile à prescrire de ce fait et qui ne peut pas donc être donnée à tous les patients. Il y a une efficacité, hein, mais qui est une efficacité qui est assez modeste quand même. Et puis il y a eu un développement formidable, hein, avec une recherche extraordinaire sur les anticorps monoclonaux sur les virus, donc des thérapeutiques, hein, à base d'anticorps monoclonaux, mais qui là aussi maintenant nous montrent, enfin, du fait de l'apparition des variants, n'ont malheureusement plus vraiment d'efficacité. Parce que les anticorps sont spécifiques à des variants particuliers. D'accord. Je pense que c'était une question qu'on avait déjà abordée dans les interviews précédentes. En fait, ce qu'il faut, enfin moi, j'estime que dans une infection virale comme ça aiguë, en fait, ce qui se passe, c'est que si on reprend la cinétique de l'infection, on fait l'infection, on s'infecte. À ce moment, au moment où on est infecté, on n'a pas de symptômes, donc on est dans la phase d'incubation. C'est là où en fait le virus va se propager et répliquer de façon extrêmement importante dans les différents organes, que ce soit les voies aériennes supérieures ou les poumons. Donc là, on a toute cette phase-là, on va dire, d'invasion. Et en fait, c'est là où le traitement antiviral, tel qu'on le nomme, en fait, le traitement antiviral, c'est là où il serait le plus efficace. Mais on n'a pas de symptômes à ce moment-là. Et en fait, on est dans la phase d'incubation, donc finalement, voilà, donc on n'a pas de symptômes, donc on n'a pas de raison de se traiter. C'est là où ça serait le plus efficace. Quand les gens arrivent entre les mains de Mathieu, en fait, on est déjà dans la phase où finalement, c'est plus le système immunitaire qui s'est mis en place et où il y a les conséquences de l'infection virale. Et donc, le traitement antiviral tel qu'il existe aujourd'hui, ben, finalement, n'a pas beaucoup d'efficacité parce qu'on est déjà au-delà de la phase d'invasion du virus. Et donc, ces traitements-là, enfin, moi, je pense que les traitements antiviraux purs dans des infections aiguës comme ça, ben, c'est un peu discutable, je crois. Donc en fait, de façon préventive, c'est très intéressant. De façon très précoce, mais souvent c'est difficile d'identifier les personnes, ça pourrait être intéressant. Mais au moment où ils arrivent à l'hôpital, où ils ont les formes les plus sévères, ben, finalement, on a peut-être besoin d'autre chose que de ces traitements antiviraux. Et c'est peut-être un peu pour ça qu'ils n'ont pas une très très bonne efficacité. C'est plus au niveau de la réaction immunitaire, en gros, qu'on aurait des chances que... Ouais, ce que les médecins et les cliniciens font déjà très bien, ouais, pour la prise en charge. Il faut accepter aussi que devant une maladie virale comme ça aiguë, comme l'a dit Vincent, on n'a rien à proposer. Soit parce qu'on n'a pas de médicament potentiel, soit parce que le rapport bénéfice-risque de la molécule n'est pas favorable. Et il ne faut pas oublier que c'est une maladie qui est bénigne dans l'immense majorité des cas, y compris d'ailleurs chez les gens à risque des formes graves. Hein. Dans l'immense majorité des cas, ils vont parfaitement bien. Donc donner un médicament alors que les patients ont la plus grosse probabilité d'aller parfaitement bien, c'est toujours des questions qu'on se pose, d'autant que l'efficacité est quand même assez modeste. Il faut accepter qu'on n'ait rien à proposer, hein, parce qu'on pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour les malades à ce moment-là. Comme quand on va chez le généraliste et qu'on vous dit c'est une virose et ça va passer, prenez un Doliprane et puis un anti... c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. Voilà, tout à fait. Alors justement, je vais vous demander peut-être un mot de conclusion à tous les deux, parce que voilà, on a parlé de la pandémie, on met le projecteur encore une fois sur cette épidémie, vous avez toute une activité autour, bien entendu. Comment, voilà, en quelques mots de conclusion, cette épidémie par rapport à votre pratique d'ensemble, comment vous la situez aujourd'hui?
Ouais, si je peux juste revenir juste sur la question que vous aviez posée Bien par sûr. rapport à la gestion sur les 2 dernières années, parce que nous, on a une vision peut-être un peu différente, même si je partage tout à fait l'analyse de Mathieu par rapport aux difficultés du personnel hospitalier dans son ensemble. En fait, quand on voit cette épidémie, en fait, il y a eu la première phase où on était plutôt dans une phase aiguë. En fait, on s'est préparé de façon aiguë parce on faisait face à une nouvelle épidémie. Où là, on a eu beaucoup de soutien de la population, vous l'avez mentionné. Donc ça, je pense que c'était une phase, sans que je dise que c'était magique. Non, c'était pas magique, mais en tout cas, ça nous a aidés. Et c'est vrai on s'était préparé à un sprint, en fait, et tout le monde s'est mobilisé autour de ça. Donc je pense qu'il y avait une certaine excitation ou vraiment une mobilisation et une entraide assez intéressante. Je trouve ça très intéressant. Et puis après, on s'est aperçu qu'on passait plutôt dans une phase chronique, j'allais dire. Et là, on a eu quand même beaucoup de moyens, enfin nous en tout cas au niveau du laboratoire, je pense que ça a été appréciable de voir qu'on avait beaucoup de moyens, donc j'ai des moyens du ministère de la Santé pour bien fonctionner. Donc ça a très bien fonctionné, on va dire que c'est sur l'année 2021. Ouais, là par contre, le soutien de la société était un peu moins important, on avait moins les gens qui applaudissaient parce que tout le monde s'est un petit peu lassé, on est parti sur du plus long terme. Et puis après, on est arrivé fin 2021, et là je pense que pour nous, en tout cas, c'est là où ça a coincé, parce que finalement, il n'y a plus trop le budget, il n'y a plus trop l'aide, et puis on s'aperçoit qu'on a toujours ces vagues, et nous, les vagues, c'est très très difficile à gérer. Donc au laboratoire, par exemple, c'est très très difficile de gérer entre 1000 prélèvements qui arrivent pendant 4 semaines, et puis après on va tomber à 100, je dis n'importe quoi, mais c'est à peu près ça. Et au niveau du personnel, c'est très très compliqué à gérer. Donc quand vous demander comment on s'organise pour la suite, notre grande difficulté, c'est ça. C'est qu'on a l'impression qu'on n'a plus trop de moyens, parce que les moyens, ça s'est arrêté fin 2021, on ne sait pas trop pourquoi, mais on a moins de moyens. Et puis, il faut qu'on gère toutes ces vagues qui continuent à arriver. Et puis, je pense qu'on n'a pas un système adapté à cette gestion de flux, où par moment, on a besoin de beaucoup de personnes. Alors, on a déjà vécu ça à l'époque, quand il y avait, enfin à l'époque, je ne sais pas bien dire ça, mais durant les variations saisonnières, quand il y avait la grippe, au laboratoire, on se retrouvait toujours en difficulté. Parce qu'il y avait d'abord la bronchiolite du nouveau-né avec le VRS qui circulait, donc on avait du mal à gérer ça. Après, il y a eu la grippe, on avait du mal à gérer ça. Donc là, on se retrouve avec ces vagues successives, et finalement, ça nous épuise parce que ça demande une énorme plasticité, et que ça, on ne l'a pas aujourd'hui dans le laboratoire. Donc le futur, si j'essaie de le voir, déjà, c'est d'être très pragmatique, c'est ce qu'on a dit, mais surtout d'essayer d'aménager au mieux, mais aujourd'hui tout repose sur nous sans trop de moyens supplémentaires. Et c'est là où pour nous c'est très difficile, c'est que on ne sait pas gérer ça correctement parce qu'il y a cette fluctuation qui est indépendante de notre volonté et qu'on n'arrive pas trop à gérer. Donc pour nous le gros challenge ça va être ça, de là par exemple, on va espérer que la fin de l'été soit plus tranquille, et puis la rentrée va arriver, et comment on va faire pour absorber tous ces prélèvements. Et puis, il faut savoir qu'on a aujourd'hui une préoccupation avec la variole du singe, qui est aussi une autre infection virale, et qui nous mobilise aussi pas mal, même si en France, ce n'est pas des chiffres comme on a l'habitude de voir avec la Covid. C'est vrai que ça nous mobilise quand même beaucoup, et que ça aussi, on n'a pas de moyens spécifiques pour ça, et que c'est, au bout d'un moment, ça devient très compliqué, quoi. Donc il y a une certaine forme de lassitude qu'on voit apparaître, et c'est ça qui est difficile à gérer, je pense, pour le futur. Une pérennisation des moyens qui permettrait d'absorber, même s'il y a des moyens qui sont peut-être un peu surdimensionnés à certaines périodes, mais qui sont complètement justifiés. En fait, il faut qu'on ait de l'air, il faut qu'on ait de la marge. Et je vous disais tout à l'heure, le système est arrivé à son terme, c'est qu'on avait un système de rationalisation des moyens à l'extrême, c'est-à-dire on mettait la quantité minimale de soignants, la quantité minimale de techniciens pour que ça fonctionne à plein à 100%. Et en tirant sur la corde au maximum. Et ce qui nous donnait aucune latitude, aucune flexibilité quand il y avait une augmentation soudaine d'activité. Et donc il faut accepter d'être un peu surdimensionné en temps normal pour que ce surdimensionnement puisse au mieux éponger ou encaisser la suractivité. Et c'est là où je disais le changement de philosophie. C'est-à-dire que jusqu'alors, la philosophie était on rationalise les moyens vraiment tendu au maximum. Et en fait, il faut accepter de dépenser plus
Et les soignants et les techniciens, ils ne seront pas à jouer au ping-pong pendant ce travail-là. C'est qu'au contraire, on travaillera plus tranquillement, on travaillera sans doute mieux en plus à ce moment-là. Pas toujours pressé comme on l'est habituellement. Et ce surcoût permettra d'éponger un surcoût d'activité si jamais elle arrive, quoi. C'est ça à quoi il faudrait qu'on arrive. Je vous remercie tous les deux de vous être libérés. Et puis, j'aimerais ne pas vous donner À l'année rendez-vous. prochaine. Il y a des chances.